quels nouveaux outils et organisations pour une meilleure coopération? Avant la crise, les professionnels de santé de ville et ceux de l'hôpital ne se parlaient pas, ou peu. Ou en tout cas, ils ne communiquaient pas assez. Lettres de liaison entre les établissements et la ville, compte rendu d'hospitalisation ne sont pas encore la règle, loin de là. Résultat, les consultations aux urgences sont engorgées et les personnes âgées en risque de perte d'autonomie sont trop souvent malmenées. Pendant la crise, de nouvelles solidarités, de nouvelles coopérations se sont développées. Les services numériques et la télémédecine ont explosé. Au décours de la crise, que restera-t-il? Chacun retournera-t-il dans son couloir? Aujourd'hui, la crise a révélé que de nouveaux outils et de nouvelles organisations peuvent changer la donne pour fluidifier et rendre plus pertinent le parcours de soins entre différentes structures, renforcer la coordination et la graduation des soins, sécuriser la prescription et les circuits du médicament. On pense bien sûr au numérique, à l'intelligence artificielle, à l'interopérabilité des outils, à la télémédecine et aussi aux nouvelles formes, aux nouvelles organisations comme le SAS, le service d'accès aux soins. Les hôpitaux de proximité, dont on parle peu mais qui avancent, paraît-il, qui pourraient être un lien utile entre la ville et les hôpitaux ou encore les CPTS. Donc pour nous éclairer et dégager ce qui va permettre de vraiment fluidifier les coopérations, Jacques Battistoni, qui est président de MG France, François Braun, malheureusement, mais on a gagné au change, non, il n'est pas là, on peut dire ça, est parti en Polynésie, renforcer les équipes Covid en Polynésie, et donc remplacé par Henri de Lézy-Fanien, qui est responsable médical du CAMUS Mur de la Vienne au CHU de Poitiers depuis 6 ans, membre du CA et du bureau de SAMU Urgence de France, responsable du projet pilote du service d'accès aux soins 86, c'est la Vienne, si je ne m'abuse, et avec une confrère médecin généraliste, c'est un médecin, dit-il, très engagé lui-même dans le faire savoir de la profession qu'est la médecine d'urgence dans les situations de crise comme pour le quotidien. Annie Prévost, à l'extrême gauche, directrice générale de l'agence numérique en santé, et puis Sarah Delmasso, directrice générale d'Omnicell. Dans la partie, on fera une partie sur la sécurité, plus précisément sur la sécurisation et la prescription du circuit du médicament vie d'hôpital, et bien Vincent Bouvier, président de Vidal Group. Alors, Jacques Battistoni, je propose qu'on commence par vous. Alors, à la fin de chaque table ronde, vous le savez, on vous demandera d'avoir un mot de conclusion, enfin une phrase, enfin quelque chose qui peut vraiment faire progresser les choses pour que ce colloque soit pas un énième colloque et que vraiment on se dit, bah voilà, il y a des perspectives, je sais où moi, en tant que mon activité, je peux m'investir parce que c'est ça la solution pour résoudre les problèmes dont on parle. Le service d'action, le service d'accès aux soins et CPTS, alors sont-ils les deux organisations qui permettraient de mieux pallier les carences actuelles? Pour vous, alors allez-y, est-ce que vous pensez que le service d'accès aux soins est quelque chose qui va vraiment, avec les CPTS, on en parle beaucoup maintenant, révolutionner les coopérations entre la ville et l'hôpital? En ce qui concerne le service d'accès aux soins, bonjour à tous d'abord, excusez-moi de ne pas commencer par là. J'ai écouté avec attention, je dirais un mot tout à l'heure peut-être aussi. Reculez-vous un peu parce que sinon on ne va pas se voir, vous allez... Voilà, oui, je suis un peu de travers. Voilà, oui, je dirais un mot tout à l'heure un petit peu en réaction à ce qu'a dit Thomas Fatome. Je crois profondément que le contrat conventionnel est vraiment un des objets sur lesquels on peut fonder une évolution profonde du système de santé. Mais voilà, je referme la parenthèse pour ne pas l'oublier. C'est dit. Mais c'est dit, voilà. Est-ce que le service d'accès aux soins est fondamental? Peut-être. En tout cas, il répond à des défis qui ont été clairement identifiés depuis des années. Le premier défi, c'est l'augmentation inexorable de la fréquentation des services d'urgence. Avec un doublement en 20 ans, on se demande jusqu'où on va aller, jusqu'à quel moment l'accueil des urgences ne va pas finir par représenter la quasi-totalité des soins de ville. Évidemment non, mais on voit bien que cette tendance-là, à mesure qu'il n'y a pas forcément du répondant partout sur tout le territoire à cause de la crise démographique dans laquelle nous sommes, médicale, fait qu'il y a quelque chose qui augmente inexorablement. Le service d'accès aux soins est, dans son concept, une tentative de réponse à cette problématique. Une tentative aussi, et ça rejoint ça les CPTS, de donner un visage aux soins de ville
D'abord, pour les premiers concernés, c'est-à-dire pour la population. Aujourd'hui, en situation de difficulté pour accéder à un médecin, le seul recours pour la population, c'est d'appeler l'hôpital, c'est d'aller dans les services d'urgence ou c'est d'appeler le SAMU. Demain, idéalement, nous souhaitons organiser une possibilité, une visibilité des soins de ville et la capacité pour quelqu'un qui a besoin d'un avis médical, qui ne trouve pas son médecin traitant, parce que d'abord le premier interlocuteur, c'est le médecin traitant, d'organiser cette possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à une demande de soins sans pour autant être obligé d'aller à l'hôpital. Et pour cela, il faut deux choses. D'abord, il faut se concerter évidemment avec l'hôpital, il faut se concerter avec le SAMU, il faut se concerter aussi avec les services d'urgence, d'une part. Et d'autre part, il faut que la ville s'organise elle-même. Et c'est tout l'enjeu, c'est l'enjeu des CPTS, effectivement, de regrouper les professionnels de santé libéraux, les médecins libéraux bien sûr, mais aussi d'autres professions de santé, afin de pouvoir exister en tant que organisme représentant un peu cette offre de soins et pouvoir ainsi dialoguer à la fois avec le SAMU, avec l'hôpital. Alors tout ça c'est un projet, enfin les CPTS avancent, le service d'accès aux soins c'est un projet, des expérimentations. Donc Henri Delézis-Fanien, toujours un peu sur le diagnostic, sur les possibilités de mieux organiser ces relations ville-hôpital. Alors vous travaillez dans une expérimentation du service d'accès aux soins. Est-ce que vous pensez que vraiment ça peut permettre, et à quelles conditions, de fluidifier les relations entre... Parce que dès qu'on parle à quelqu'un qui a été hospitalisé, je me suis retrouvé dans la nature, sans compte rendu d'hospitalisation, sans aide de liaison, mon pharmacien ne savait pas ce que j'allais prendre comme médicament, etc. Enfin, c'est toujours aujourd'hui en France, en 2021, un énorme problème. C'est votre sentiment aussi que ce problème persiste ? Alors absolument, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, pour ce témoignage que je peux faire en tant qu'artisan. J'aime beaucoup ce terme qui a été utilisé sous l'icône parce que finalement cette expérimentation, elle est très très riche et cet état d'esprit qui se dégage de cette expérimentation, je vais juste vous le partager un petit peu. Je rejoins complètement les propos du docteur Battistoni sur la coordination et sur le bénéfice attendu sur ce dispositif-là. Monsieur Fatome, tout à l'heure, a précisé le patient, on veut lui apporter le juste soin au bon endroit, par le bon moyen. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui transpire du SAS et qui se met en place progressivement. On a dans l'idée que le SAS aujourd'hui, c'est l'organisation pour trouver des soins non programmés pour les patients à un instant T, qui n'ont pas de médecin traitant. Mais moi, en tant qu'acteur, du coup, je suis en train de construire ça dans la Vienne, je peux vous dire que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une réflexion complète sur le parcours de soins du patient et trouver une alternative, bien sûr, aux services d'urgence saturés, mais au-delà de cet objectif primordial, je pense qu'il y a la naissance, de par ce dispositif, d'un certain nombre de parcours, de filières, et en fait, l'hôpital se met à découvrir la ville, de la même manière que la ville découvre aussi les contraintes de l'hôpital. Il était temps. Oui, tout à fait. Et la crise Covid a bien évidemment permis de démultiplier ce système-là, puisque le mode SAS, le mode de fonctionnement SAS, on a dû le mettre tous en place à la hâte, finalement, au mois de mars, quand la première vague a commencé. Et à partir de ce moment-là, on a capitalisé sur des organisations qui font qu'aujourd'hui, quand un patient appelle le 15, il y a un véritable changement. On va aller plus loin que le conseil médical. On va aller plus loin que la réponse ou non à l'urgence, avec l'engagement de moyens, la gestion des secours. On va essayer de réfléchir, et pour ça il faut du temps, des moyens, une organisation, des parcours, des filières supports qui se mettent en place. On va essayer de réfléchir à trouver une solution la plus adaptée pour le patient. Et donc ça se base, et j'aurai plein d'exemples à vous illustrer, avec la mise en place de filières médico-sociales au sein des SAS, de filières sur l'offre de soins en psychiatrie, de filières véritablement qui interviennent en complément de l'activité et du binôme socle qui résonne par l'association de la médecine d'urgence avec la médecine générale. Parce que oui, j'ai déjà sauté cette étape-là, qui est pourtant une nouveauté majeure, qui est la présence H24
de la spécialité des généralistes en régulation, un urgentiste n'est pas compétent pour réguler efficacement des soins non programmés qui concernent la médecine générale. Donc cette révolution-là, non seulement elle se met en place, mais le message que je veux donner, c'est qu'il y a des filières support qui interviennent en complément du SAS et qui, à mon sens, on parlait de démarche qualité tout à l'heure, et de réponse pour le patient, c'est vraiment cet esprit qui se met en place. Mais on voit bien l'intérêt d'un service d'accès aux soins pour le patient, avec un numéro de téléphone, le 15 ou un autre, ça, bon, c'est un autre sujet, mais pour savoir s'il peut avoir accès à un médecin de ville, s'il doit aller à l'hôpital, si on va lui envoyer le SAMU. Mais tout ça nécessite une intrication et un partage d'agenda et un partage de disponibilité entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et comment ça peut se faire, ça ? Est-ce que c'est pas un frein énorme ? Parce que Jean-Baptiste Denis va nous dire, il a des confrères qui disent « Moi, je ne veux pas partager mon agenda, je veux une rémunération comme ci, comme ça c'est logique. » Comment cette... Parce que c'est complètement révolutionnaire. C'est pas simplement les faire travailler ensemble, mais c'est partager un agenda, c'est énorme. Oui, tout à fait. Ça nécessite un certain nombre d'outils dont Thomas Fatome l'a encore parlé tout à l'heure, des outils numériques essentiellement. On connaît aujourd'hui le système d'information du SAMU qui vise évidemment à traiter les appels, à les répertorier, à les enregistrer et à regarder ce qui se passe et aussi à produire des données sur l'activité des centres. Derrière ça, il y a aussi, en ce qui nous concerne, et ce qui concerne les opérateurs de soins non programmés, c'est-à-dire la partie soins non programmés du SAS, la nécessité de pouvoir accéder aux agendas des professionnels de santé de façon à pouvoir inscrire directement des rendez-vous sur leurs agendas. C'est une des choses qu'on avait mis en place dans le cadre de l'avenant 9, dont on parlait tout à l'heure, et qui doit être valorisé. Et ça, c'est un outil complémentaire, pas différent, mais complémentaire, qui est un outil à la main de la régulation libérale, à la main du permanencier de la régulation libérale qu'on appelle un opérateur de soins non programmés, et qui doit permettre très facilement, presque aussi facilement que quelqu'un quand il appelle et qui prend un rendez-vous sur Doctolib, ou sur une autre plateforme, évidemment, il n'y a pas que Doctolib, d'avoir directement accès à un rendez-vous facilement. Donc ça va se mettre en place. C'est d'ailleurs... Vos confrères partent tous comme un seul homme sur le partage d'agenda ? Non, c'est pas si simple. Évidemment, non. Évidemment, c'est une révolution pour les médecins. C'est une révolution culturelle, c'est pas simplement qu'un partage d'agenda. Oui. Et c'est quoi finalement ? Au-delà du partager son agenda, bon, en fait, beaucoup de médecins ont déjà des agendas partagés avec la population. Quand vous avez un agenda sur une plateforme qui permet à la population de prendre rendez-vous, vous pouvez dire « je ne prends que mes patients », mais vous pouvez dire aussi « c'est disponible pour d'autres patients ». Dans auquel cas, vous partagez votre agenda. Votre agenda, en tout cas, est visible pour la population. Là, l'idée, c'est de mettre cet agenda à la disposition du service d'accès aux soins pour les soins non programmés. Et le véritable enjeu pour les médecins, c'est de changer, de se déplacer. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai fait mes études, on s'occupait de ces patients. On réfléchissait un petit peu à l'échelle de l'ensemble de sa patientèle, c'est-à-dire comment je fais. Est-ce que, effectivement, la question des dépistages, ça oblige à sortir du patient isolé à la globalité de ma patientèle. Là encore, on a un nouveau changement, un saut à faire, qui est je ne peux pas être professionnel de santé libérale et me désintéresser de ce qui se passe autour de moi. Et donc, je me dois, pour répondre, je crois, à mon avis, c'est une opinion là, à mon obligation déontologique, je dois aussi m'interroger et participer à la prise en charge des patients de mon territoire, même si ce ne sont pas mais ça les aussi, propres c'est une patients. révolution culturelle. Et ça, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle. Et c'est pour ça que partager son agenda avec le SAS, c'est effectivement aussi accepter d'être aussi au service de la population et plus simplement de ses propres patients. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Et donc, forcément, ça coince un peu. Et donc, tous les médecins ne sont pas forcément très chauds. Et il va falloir les convaincre. Et je pense que petit à petit, cette chose se fera. Et le SAS, il se trouvera où alors? Le service SAS, il se trouvera à l'hôpital ou il se trouvera dans un lieu en dehors du SAMU ou comment? Alors géographiquement. Sur les dispositifs, sur les 22 sites pilotes qui sont expérimentés, ils sont tous sur la plateforme de régulation du SAMU. Pourquoi? Tout simplement parce que le SAMU dispose de la logistique, de la coordination, des moyens de la plateforme pour assurer cette coordination-là.
Je reviens un tout petit peu sur l'histoire qui vient d'être précisée sur le socle du fonctionnement et la qualité de réussite du SAS, à mon sens, et c'est normal qu'on a encore beaucoup de médecins qui n'adhèrent pas au projet parce que les choses se construisent, elles ne sont pas encore formalisées. Le socle de la décision, c'est la régulation médicale. La régulation médicale, aujourd'hui, a pour rôle, qu'elle soit généraliste ou urgentiste, d'apporter la bonne réponse aux patients. Et donc, des agendas partagés, un système qui reste à disposition des professionnels de santé et pas au grand public, c'est quelque chose qui sera régulé médicalement. Il y a un médecin derrière qui va dire, par rapport à votre problème de santé, et encore, je me permets de rappeler une chose, c'est que la frontière entre l'urgent et le non-urgent est parfois pas évidente. Et c'est pour ça que la collaboration entre le confrère généraliste et l'urgentiste en salle de régulation est extrêmement importante. Cette frontière et les échanges, voilà, une fois qu'on a décidé et qu'on a proposé une solution qui nous paraît la plus efficace et la plus pertinente pour le patient, eh bien, on a des outils qui se mettent à disposition. La plateforme nationale numérique en est le principal attendu pour effectivement faciliter ce travail-là de coordination et d'organisation des soins. Et alors, est-ce qu'au niveau du SAS, vous aurez l'agenda partagé avec les médecins de ville, mais est-ce que vous aurez aussi l'agenda partagé et les lits disponibles dans les hôpitaux pour avoir une filière directe? Par exemple, pour les personnes âgées, on se dit c'est pas à peine qu'ils passent par les urgences où elles en sortent complètement déboussolées, directement dans certains services hospitaliers. Est-ce qu'il y aura les deux parties? Alors là, vous me lancez une perche formidable. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que les SAS... Je pensais vous gêner, mais alors c'est raté. Non, pas du tout. Au contraire, les SAS... Si aujourd'hui les SAS peuvent aider les médecins traitants sur le terrain à faciliter le recours hospitalier quand c'est nécessaire, les recours CHU, les recours ultra spécialisés, faciliter l'organisation des hospitalisations semi-urgentes, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont aux urgences, les gens sont orientés sur les urgences, alors qu'il y a une temporalité qui peut être organisée, il y a des hospitalisations qui peuvent s'organiser, mais pour ça, il faut de la coordination, il faut des parcours, il faut des réflexions. Et je pense que les institutions et les tutelles travaillent sur ce sujet. Le SAS peut être un outil. Est-ce qu'on aura accès directement à un service sans passer par les urgences, ou est-ce qu'il faudra toujours passer par les urgences? Parce que chacun dans les hôpitaux, les services gardent leur lit pour un cas qui... c'est pas simple non plus. Non, l'objectif, c'est bien évidemment d'éviter les passages aux urgences. Les urgences doivent concentrer leur rôle avec un plateau technique qui doit correspondre à la demande et à la gestion des urgences. C'est bête de le dire aussi simplement, mais aujourd'hui, il y a une dérive qu'on est en train d'essayer de corriger. Mais je reviens encore sur l'état d'esprit qui vraiment va au-delà de désengager les urgences. Oui, c'est ça. Non, mais vous pensez que ça a de bonnes chances d'avancer assez rapidement, ou ça va prendre 20 ans? Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais moi, je peux vous dire que je travaille fort dessus et j'espère que ça va marcher. Bon, on vous croit, alors. Annie Prévost, vous êtes directrice générale de l'Agence numérique en santé. Alors, évidemment, tout est entre vos mains. Au niveau des systèmes d'information. Si j'ai bien compris, il y a un système d'information SAMU, il faut passer à un système d'information SAS. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Mais enfin, est-ce que vous êtes prête? Quels sont les écueils, les difficultés auxquelles vous devez faire face? Alors, nous, on ne réussira pas tout seul, en tout cas, ça c'est certain. Et on travaille en effet sur les outils du SAMU, sur les outils du SAS. Mais même au-delà de ces outils qui sont les outils des urgences, il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont à développer, sur lesquels on est en train de travailler. Vous avez Thomas Fatton m'en a parlé tout à l'heure, je pense que Dominique Pont l'a évoqué aussi ce matin. On travaille beaucoup sur la mise en musique de ce qui a été décidé dans le cadre du Ségur, puisqu'il y a eu près de 2 milliards qui ont été débloqués pour développer le numérique en santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de développer le numérique en santé ? Ça veut dire justement de favoriser les échanges entre la ville et l'hôpital, entre les hôpitaux, de faire en sorte que finalement des choses qui aujourd'hui ne se passaient pas vraiment, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, se fassent. Donc c'est vraiment un nouveau dispositif. Est-ce que c'est un de plus ? Je ne crois pas. C'est vraiment un dispositif innovant qui est basé sur 2 principes. Un principe de financement direct auprès des éditeurs de logiciels, donc, où on veut vraiment que les éditeurs de logiciels, aussi bien de l'hôpital que des cabinets de médecins de ville, les radiologues, les biologistes, se mettent à niveau, donc respectent un certain nombre de conformités,
Donc ça, c'est le premier volant. Et le deuxième volant, c'est un financement à l'usage, pareil, pour les médecins généralistes, qui est prévu dans l'avenant qui a été signé par l'assurance maladie. Et en quoi c'est innovant et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut généraliser l'identité du patient. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on l'a vu au début, pendant la crise Covid. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des statistiques sur le nombre de décès, par exemple, dans les hôpitaux qui fluctuaient. Parce qu'on n'était pas complètement sûr d'identifier une même personne. Là, on a une identité nationale d'un patient qui a été décidée dans la loi, qui va être mise en œuvre dans le cadre du Ségur. Ça fait partie des obligations. Et donc, un médecin de ville et un médecin à l'hôpital, ils seront sûrs d'identifier le même patient. Ça paraît complètement simple et on se dit, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Avant, il y avait beaucoup de freins. Enfin bref, on ne va pas revenir sur l'histoire. Mais ça fait partie des choses qu'on veut faire. Idem, on veut identifier clairement les médecins en leur offrant aussi des choses plus simples sur l'identité numérique que les cartes de professionnels de santé qu'on a. Et on l'a vu aussi pendant la crise Covid, on a commencé à déployer des moyens numériques pour pouvoir s'identifier et rentrer sur des services, les services de l'assurance maladie, mais aussi les services qu'ont tous les médecins ou les hôpitaux. On veut développer les messageries sécurisées de santé et tout ça dans un double objectif que, vous l'avez dit, que le généraliste il reçoive la lettre de liaison ou l'ordonnance de sortie avant que finalement son patient arrive et que la lettre de l'hôpital arrive 3 semaines après. Et que le pharmacien ait aussi des médicaments adéquats. Exactement. On veut que si quelqu'un qui est malade, par exemple d'un cancer, il aille faire des examens chez des libéraux, ça soit mis automatiquement dans le dossier, dans le DPI de l'hôpital. Et ce qui fait que sa prochaine visite à l'hôpital, il l'aura automatiquement. Ça, c'est des choses qu'on va financer là sur la vague 1. Et la vague 1, c'est maintenant. C'est maintenant que les éditeurs de logiciels doivent se faire référencer auprès de notre agence. Et ensuite, il y aura des financements. Ce qui fait que pour les hôpitaux et pour les médecins, ils pourront déployer gratuitement ces add-ons pour mettre à niveau leur logiciel et pour pouvoir vraiment utiliser de façon complètement fluide le numérique. Donc là, il y a un réel changement de rythme sur le... complètement. Là, on est... L'éditeur Vincent Bouffier, Opine du Bonnet, oui. Et les 2 milliards, vous avez combien de temps pour les dépenser? C'est sur 3 ans. Donc, 3 ans, donc 3 ans, il faut que tout ça soit... 3 ans pour que tout ça soit dépensé, opérationnel. Et puis, on a des indicateurs de résultats. Donc, il ne faut pas rien que dépenser l'argent. Il faut aussi qu'on ait accéléré sur le numérique. Donc, sinon... cette fois, on reviendra parce qu'on fera un tour de table conclusif sur la relation ville-hôpital au niveau des systèmes d'information et des médecins et pas que. On va passer un moment sur la sécurisation qui est importante de la prescription et du circuit du médicament à l'hôpital. Alors, Sarah Delmasso, vous êtes DG d'Omnicell. Omnicell, c'est une société d'automatisation et de logiciels qui vise à améliorer le circuit du médicament et du dispositif médical. Ça tombe bien. Ouais. Alors, quel est votre diagnostic et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Alors, bon, je n'ai pas un diagnostic, moi, personnellement. Vous savez, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu à l'extérieur, on lance aujourd'hui un livre blanc. Dans le livre blanc, il y a une sorte de diagnostic, quand même. Exactement, avec les échos. En fait, nous, on est parti vraiment du constat suivant, c'est que la sécurité du médicament, c'est un enjeu important, mais qu'aujourd'hui, il est quand même largement sous-estimé, voire ignoré. Ça correspond à peu près... 10 000 décès par an en France, donc c'est quand même plus que les accidents de voiture. Et pourquoi ? Et ça commence aussi par le circuit du médicament à l'hôpital. Aujourd'hui, il est extrêmement fragmenté pour toutes les raisons qu'on a citées avant, qui sont exactement les mêmes. Les pharmaciens, les infirmiers, les cliniciens, ils manipulent des boîtes de médicaments, ils préparent des prescriptions à la main. Et évidemment, à chaque fois, comme dans tous les exemples que vous avez donnés jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a un certain nombre d'acteurs et d'interventions manuelles, on augmente le nombre d'erreurs et on augmente surtout le risque. Donc évidemment, ça a un impact quand même assez important sur les patients et également sur notre système de santé. Monsieur Fantôme l'a un peu précisé juste avant, mais aujourd'hui, on sait que ces erreurs médicamenteuses qui ont effectivement un impact sur des décès, etc., mais elles ont aussi un coût
intrinsèque sur notre système de santé qui est assez important, qui est aujourd'hui estimé, parce qu'on n'a pas une visibilité complète, à plus de 350 millions d'euros en France, que ce soit sur les réhospitalisations, les nouvelles entrées, etc., etc., et puis aussi les surcharges du personnel de santé, les infirmières qui travaillent plus, etc. Mais bon, ça c'est déjà dans l'hôpital. Et on peut imaginer, vous l'avez précisé tout à l'heure, que quand il y a le transfert vers la ville, alors là, la problématique, elle est vraiment démultipliée, parce que le patient, s'il n'a pas sa lettre de sortie... Bien dans votre micro, pardon, excusez-moi. Si le patient n'a pas sa lettre de sortie, son ordonnance qui est envoyée, etc., il est un peu livré à lui-même. Il est surtout... il s'appuie du coup sur un réseau humain, souvent des aidants, qui n'ont pas accès à toutes les informations de quel était le traitement qu'il avait avant, quel est le nouveau traitement. Il y a souvent, le patient est confronté à un changement de traitement pendant son hospitalisation. On lui a enlevé des médicaments, substitué, etc. Mais on ne lui donne pas nécessairement les bonnes explications. Et donc, du coup, on multiplie ce nombre d'erreurs. Donc on sait aujourd'hui, on sait aujourd'hui que plus de 50% des patients trouvent une erreur dans leur prescription à la sortie de l'hôpital, une incohérence en tout cas, etc. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de conciliations médicamenteuses qui peuvent avoir lieu à la fois à l'hôpital ou à l'extérieur, et qu'à chaque fois qu'il y a cette conciliation, on trouve généralement au moins une erreur. Donc c'est quand même assez important. Et puis il y a donc, avec des conséquences comme la multiplication des allers-retours, et puis tout ce que vous avez tous les deux précisé comme et dans ce livre blanc, donc vous avez fait une enquête sur d'enquête et vous faites des préconisations. On fait des préconisations. 13, on en fait 13. On ne va pas tous les passer en revue parce qu'il y a dans un petit bouquin. Mais qu'est-ce qui vous paraît important? Parce que tout ce que vous dites, on se dit, oui, bien sûr, pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui existent comme ça? Est-ce que c'est 10%, 0%? Vous avez des confrères qui font le même métier que vous, j'imagine. Est-ce que c'est quoi la proportion d'automatisation et d'informatisation du circuit des médicaments? Alors c'est assez faible en France aujourd'hui. Alors d'abord d'un point de vue interopérabilité, on en a pas mal parlé. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de capturer toute cette information qui est assez diffuse, l'hôpital, à la sortie de chaque prescripteur. Il n'y a pas de cette consolidation-là. Donc déjà, on a besoin d'avoir accès à cette information dans tout l'écosystème du patient. Premièrement, donc ça, il y a de l'e-prescription aujourd'hui, mais c'est encore extrêmement faible, à la fois dans l'hôpital et dans la médecine de ville. En Angleterre, par exemple, c'est quelque chose qui est absolument implémenté partout, avec un fléchage vers le pharmacien de référence qui, lui, est capable de faire une conciliation médicamenteuse structurée. Donc il y a déjà ce premier point-là. Et puis deuxièmement, il y a quand même peut-être un besoin d'automatisation de la dispensation des médicaments. Donc on peut faire aujourd'hui, par des robots de prescription automatisés, de doses unitaires, on est capable de flécher pour le patient quel médicament il doit prendre à quel moment. Donc par des piluliers connectés. On en voit beaucoup, de gens qui préparent eux-mêmes les piluliers, ou d'aidants qui préparent des piluliers, alors que tout ça, ça pourrait être complètement automatisé et sécurisé. Donc voilà, donc je pense qu'il peut faire deux choses assez simples. Oui. J'ai l'impression qu'on avance un peu plus dans l'interopérabilité des systèmes, bien que je ne sois pas convaincue que le médicament soit très haut sur la feuille de route. Et puis deuxièmement, l'automatisation. Annie Prévost, c'est un sujet qui vous préoccupe, ça, la circulation et la distribution et la sécurisation du médicament. Comment vous réagissez à ce que dit Madame Masson? Ça fait partie des choses qu'on va commencer à travailler, notamment avec ce que nous on appelle les task force de la pharmacie, qui va avec en effet la délivrance de l'ordonnance, etc. Donc ça vient juste de commencer les travaux, mais oui, bien sûr, ça fait partie des choses qu'on va faire après avoir fait tout ce que je viens de dire. Ouais. C'est dans 3 ans, vous commencez dans 3 ans alors, non? Non, on commence maintenant, ça sera un petit peu décalé.
D'accord. Non, mais c'est vrai que là, vous êtes au feu, vous avez beaucoup de travail. Vincent Bouvier, donc vous êtes président du Vidal Group. Alors vous avez essayé de simplifier la vie du médecin en lui proposant un historique des traitements dans un logiciel pour favoriser justement toutes ces informations qui viennent de droite et de gauche, pour que le médecin ait une vision globale des traitements de son patient. C'est ça? Oui, exactement, oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, exactement, parce que... pour repartir du sujet là, qui est la question de l'interface ville-hôpital, oui. La question c'est, pour nous qui nous occupons en fait, si vous voulez, de la sécurité et de la qualité des prises en charge, ces interfaces sont des moments dangereux, sont des zones dangereuses. C'est pas mon voisin de droite, ni monsieur de l'hôpital qui me contrediront. C'est vraiment des moments dangereux. Et donc, on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait proposer des outils, et non pas des organisations, des outils qui permettent effectivement de diminuer ces zones de risque. Voilà. Et on a fait pas mal, et donc c'est pour ça que des éléments autour de la conciliation se mettent en place. Mais on s'est quand même rendu compte qu'ils étaient quand même très peu utilisés. On a toute l'algorithmie qui permet de trouver le bon médicament quand le patient sort et qu'à l'hôpital il y en avait un autre. On a tout ça. Par contre, ils sont assez peu utilisés. Pourquoi? Parce que, en fait, l'information simple sur qu'est-ce qu'avait effectivement, pour parler du médicament, quelle ordonnance avait le patient dans l'hôpital et quand il sort en ville, il a, ou l'inverse, cette information-là n'est pas partagée. Donc nous, on attend énormément de bien sûr ce que vous avez dit, madame, et de ce qu'a dit Dominique Pont ce matin, parce que ça va être, là, si vous voulez, ce qui va faire qu'effectivement, on va commencer à utiliser ces outils de façon beaucoup plus sérieuse. Et effectivement, si on part de l'hypothèse qu'on les a, et on a fait des simulations avec certains partenaires éditeurs de logiciels où on prenait effectivement tout ce dont ils disposaient en termes de prescription, on arrive à faire des propositions de services aux médecins qui sont extraordinaires. Pareil, je vous donne 2-3 exemples rapidement. Parce que le médicament est d'autant plus intéressant qu'il est très, très, si vous voulez, prédictif du contexte pathologique. Donc, quand vous accédez effectivement à un historique des remboursements, pas des remboursements, des prescriptions, comme on pourra le faire dans quelques mois, on l'espère, eh bien, vous donnez aux praticiens une capacité à avoir un regard global sur son patient. Vous lui permettez, par exemple, lorsqu'il voit un traitement par colchicine qui a été pris avant, de dire tiens, ça c'est un antécédent que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas. Voilà. Une autre chose que nous ont dit les professionnels, c'est quand vous avez accès à nouveau à cette vision globale, c'est que c'est très aidant pour reconsidérer une prise en charge. Par exemple, une hypertension rebelle. Quand on se rend compte qu'elle a été traitée 6 mois avant et 1 an et demi avant par des antihypertenseurs, et bien tout de suite, on va avoir un raisonnement médical qui va être différent. Enfin, dernier exemple, ça permet d'avoir une capacité à réfléchir à l'imputabilité des effets secondaires. C'est aussi un sujet très fréquent en consultation. Quand vous avez une vision générale des traitements qui ont été pris, de quand ils ont été pris, de quand ils ont été arrêtés, vous pouvez facilement remonter, si en plus on a des outils intelligents comme ceux qu'on fait, qui les aident à avancer et à investiguer. Donc voilà 3 exemples. On n'a pas un rapport direct avec l'interface ville-hôpital, mais quand on aura ce dont on a besoin pour fluidifier l'interface ville-hôpital, on pourra proposer des services à nos professionnels qui sont extrêmement riches et qui sont d'ores et déjà testés. Voilà. D'accord. Et les données, vous les prenez d'où alors? Pour l'instant, aujourd'hui, dans les tests qu'on fait, on les prend dans les systèmes d'information des médecins. Pardon, M. Valissoni, c'est très bien de quoi je parle. Et puis demain, ils seront enrichis par ceux qui viendront grâce à l'e-prescription, en particulier, et au DMP, des autres professionnels. Ça sera donc encore plus intéressant. Donc vous inscrire aussi dans l'espace numérique santé, c'est ça? Bien sûr. Parce qu'on ne parle plus de DMP maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. On parle de l'espace numérique de santé. Alors, on va faire le tour de table de conclusion. On va commencer par vous, Sarah Delmasso, et puis après Vincent Bouvier, et puis après on va revenir très rapidement sur cette... là, on voit bien qu'il y a des pistes, mais qu'est-ce qui fait pour la relation, les relations ville-hôpital? Qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment accélérer aujourd'hui? Sur quoi il faut se concentrer? Sarah Delmasso, donc vous l'avez dit, automatisation, le médicament prend en compte par les autorités. Je vous l'ai dit pour vous, mais vous voulez préciser?
Alors, merci. Attendez. Non, c'est bon, on vous entend. Non, c'est bon, on m'entend là. Exactement, c'est ce que j'aurais voulu dire. Et c'est vrai qu'avec le virage ambulatoire qui est en train de prendre notre système de santé, tous ces problèmes-là vont être décuplés. Parce que le virage ambulatoire qui a fait une sortie de route, j'ai lu ça récemment, paraît-il. Le virage ambulatoire, il a du mal un peu. Bon. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de transferts, donc de plus en plus de risques. Donc définitivement, une digitalisation, optimisation, automatisation du circuit du médicament, c'est définitivement la clé d'une transition ville-hôpital, efficace, fluide et qui va permettre beaucoup de simplification. Vincent Bouvier. Alors une question, est-ce que le Vidal papier, le gros livre rouge, il existe encore ou c'est définitivement parti? Non, effectivement, il n'existe plus. Depuis combien de temps? Je n'ai pas rendu compte. Ça y est, il a fait une transformation extraordinaire. Là, oui. Alors, ce que je peux dire, moi, en tout cas, en conclusion, c'est qu'on n'a pas intérêt à rater ce virage. Si on ne rate pas ce virage, on entre dans une ère, en tout cas pour qui nous concerne, les gens qui s'intéressent à la qualité des soins, qui est fantastique. On va apporter des services nouveaux qui vont véritablement impacter, à notre avis, la qualité des soins dans les mois qui viennent. Jacques Battistoni, alors... Vous êtes président de syndicat, vous êtes habitué des négociations, des freins, des difficultés, des lourdeurs, du corporatisme. Qu'est-ce qui fait que cette relation ville-hôpital qui est tellement nécessaire, sur quoi il faut appuyer principalement pour que ça avance? Ce qu'on a vu, on a vu une première révolution avec s'occuper de son territoire. La deuxième révolution, à mon avis, c'est de tenir compte effectivement de donner un mode d'emploi du système de santé à la population. À travers le SAS, c'est ce qu'on a quand même l'ambition de faire. On voit bien qu'on commence, le premier bout, c'est les soins non programmés, accéder à un médecin généraliste. Mais derrière tout ça, il y a l'espace numérique de santé, effectivement, et la capacité pour la population d'utiliser correctement le système de soins. Si les gens vont aujourd'hui aux urgences, c'est parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs. Et donc, avec le SAS, avec une organisation des professionnels de santé, avec quelque chose de collectif en termes de professionnels de santé de ville, effectivement, on doit aboutir à un système de santé mieux organisé et pour la population, un mode d'emploi clair qui lui soit donné. Henri de Lézis-Fanien, alors, sur quoi il faut vraiment appuyer pour que ça avance? Je pense qu'il faut que chacun prenne compte que c'est une vraie révolution qui est centrée sur le patient. C'est un raisonnement vraiment et une organisation qui se met en place par l'usager. Alors, comme tous les changements, il y a des freins que chacun identifie sur son territoire. C'est une finalité, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. On a des organisations à mettre en place, on a des parcours de soins à créer qui n'existent pas. Et tout ça grâce à des outils qui se mettent en place et qui vont aider les professionnels à mettre tout ça en place. Donc c'est vraiment un projet extrêmement structurant, complexe, avec beaucoup d'acteurs et on va essayer de porter tout ça. Voilà. Annie Prévost, c'est vous qui avez la conclusion et puis le tout dans les mains. Pas de système d'information, pas de coordination. Ah oui, exactement. Nous, on y croit beaucoup. Le numérique, voilà, on y croit. Je pense que, comme l'a dit mon camarade, on est prêt et je crois que les patients sont prêts. Et nous, on croit beaucoup, en effet, le fait que le patient prenne en charge et soit acteur de sa santé et mon espace santé, que ça sera une réussite. Enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'on rate le virage. Et nous, on commence à travailler aussi sur tout ce qui est télésurveillance et normalisation de ce qui remontera des objets connectés notamment, parce qu'on pense que par cette normalisation, on pourra, et là, tout l'univers, les startups qui font de la recherche ou tous ceux qui font de la recherche auront vraiment des données, on aura des données de qualité pour pouvoir vraiment développer de nouvelles choses en termes de prévention, notamment dans le cadre de la santé des patients. Merci beaucoup, tout ça est enthousiasmant et on espère que tout ça va se mettre en place rapidement. Merci mesdames, merci messieurs.